Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. En République démocratique du Congo, les affrontements survenus à l'est du pays depuis fin janvier entre militaires et membres du mouvement du 23 mars ont fait 20 morts côté rebelles. Ce bilan a été annoncé mercredi à Goma par le général Léon Mouchalé, commandant des forces armées de la République démocratique du Congo. Il concernerait les combats des 31 janvier et du 20 au 22 février dernier, survenus sur les fronts de Matébé, de la colline de Songa et à Kitagoma, à la frontière ougandaise. L'armée a également déclaré avoir capturé et rendu 25 des rebelles ougandais du M23. Dans les rangs des FARDC, 2 soldats auraient perdu la vie et 6 seraient blessés. Le M23 est un ancien groupe rebelle à dominante Tutsi ayant fui la République démocratique du Congo après avoir été vaincu fin 2013 par l'armée congolaise après 18 mois de guérilla au Nord Kivu. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo estime que ce groupe représente toujours une menace pour la sécurité dans l'est du pays. En Côte d'Ivoire, le procès des disparus de l'hôtel Novotel d'Abidjan se poursuit. Mercredi, c'est le général Bruno Dogboblé qui a comparu devant le tribunal de première instance de Yopougon. L'ancien chef de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, qui est accusé d'avoir commandité la séquestration et l'assassinat de 4 hommes en pleine crise post-électorale, s'est dit non coupable. Le général a déclaré n'avoir jamais eu connaissance du commando qui a organisé l'enlèvement le 4 avril 2011, avant les tortures et les meurtres des victimes au palais présidentiel. M. Dogboblé a ensuite accusé l'armée française de ne pas avoir su protéger l'hôtel qui hébergeait plusieurs ressortissants français. Pour lui, la France et la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire ont orchestré l'affaire afin de mettre en cause le camp de Laurent Gbagbo. Le général Bruno Dogboblé, déjà condamné à la perpétuité pour le meurtre du général Robert Gueye, risque une 4e condamnation dans des affaires liées à la crise post-électorale ivoirienne. 9 autres personnes sont également poursuivies dans celle des disparus du Novotel. Après 18 ans sans Premier ministre, le Soudan en a désormais un nouveau. Bakri Hassan Saleh a prêté serment ce jeudi à Khartoum. Sa nomination avait été entérinée la veille par le bureau exécutif du parti au pouvoir, le Congrès national. L'homme de 68 ans devient responsable du pouvoir exécutif. La formation d'un gouvernement et le limogeage des ministres restent en revanche dans les mains du président, Omar el-Béchir. Le chef de l'État avait supprimé le poste de Premier ministre après son coup d'État en 1989 contre celui de l'époque, Sadek Al-Mahdi. C'est dans le cadre d'un dialogue national entre le gouvernement et des groupes de l'opposition devant mener à une nouvelle constitution que M. Béchir a proposé en octobre de nommer un nouveau Premier ministre. Le dialogue national vise à résoudre les problèmes économiques et mettre fin au soulèvement qui mine le Soudan. Pour le chef de l'État, qui s'est exprimé lors de la prestation de serment de Bakri Hassan Saleh, la désignation d'un nouveau Premier ministre est un pas en avant. M. Béchir a également promis que tous ceux qui ont participé au dialogue national seraient représentés dans l'administration. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape majeure en nommant Bakri Hassan Saleh comme Premier ministre. Je remercie et apprécie que le président Béchir me fasse confiance. Le prochain gouvernement tiendra compte des résultats du dialogue national, l'objectif principal étant d'améliorer la vie des personnes et d'assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité du peuple soudanais. La grève des étudiants se poursuit au Tchad. L'Union nationale des étudiants tchadiens a décidé mercredi de fermer les 3 facultés de N'Djamena. La veille, 69 étudiants qui avaient caillassé le cortège du ministre de l'Enseignement supérieur avaient été condamnés à 1 mois de prison. Le mouvement de grève des amphis devrait continuer jusqu'à la libération des étudiants détenus, comme l'a déclaré le secrétaire général de la section djaménoise de l'Union nationale des étudiants tchadiens. Après l'Assemblée générale, quelques manifestations sporadiques ont eu lieu, notamment dans le 9e arrondissement de la capitale tchadienne. Des gaz lacrymogènes ont été tirés et une dizaine de personnes ont été arrêtées. Autre mouvement d'humeur, celui des chauffeurs routiers en Afrique du Sud. Opération escargot sur les autoroutes de Pretoria, bloquées par plusieurs centaines de camions transportant du charbon et occasionnant d'importants bouchons. À l'origine, la grève organisée mercredi dans la capitale administrative sud-africaine par des professionnels du charbon. Les employés d'Eskom, la compagnie nationale d'électricité, protestent contre le plan de développement des énergies renouvelables signé récemment par le président Jacob Zuma. Selon eux, 30 000 emplois seraient menacés dans le secteur par la mise en place de centrales d'énergie renouvelables.
Après le blocage des routes, les chauffeurs en colère se sont rendus devant l'Union Building pour remettre leur liste de revendications. Il s'agit du siège du gouvernement sud-africain. C'est une première dans l'histoire du géant sud-africain des télécoms. MTN enregistre ses premières pertes depuis sa création il y a 22 ans. Dans un communiqué publié ce jeudi, la société annonce 200 millions de dollars de pertes en 2016, environ 125 milliards de francs CFA. Des mauvais résultats causés notamment par une croissance moins bonne que prévue dans deux de ses plus gros marchés, l'Afrique du Sud et le Nigeria, ainsi que par la dépréciation du rand face au dollar début 2016. Autre raison des mauvaises performances économiques de l'opérateur, l'amende d'1 million de dollars, environ 624 millions de francs CFA, payée pour ne pas avoir respecté une injonction de l'autorité des télécommunications du Nigeria prise pour des raisons de sécurité. Des signes positifs tout de même, MTN annonce que les marchés nigérians et sud-africains sont en reprise et que son chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 0,4% fin 2016. Après cette annonce dans la matinée, l'action de MTN à la bourse de Johannesburg était en nette hausse par rapport au cours de la clôture, plus 6%. Les recherches se poursuivent en Afrique du Sud pour retrouver Richard Tollé. Le petit garçon de 5 ans est tombé ce week-end dans le puits d'une mine d'or désaffectée près du bidonville de Jérusalem, à l'est de Johannesburg. L'armée sud-africaine s'est jointe aux opérations de secours aux côtés des Amazama, qui ont également proposé leur aide, ces mineurs illégaux qui connaissent les conduits des mines de la région. Lundi et mardi, des habitants de la zone ont manifesté pour être relogés dans des endroits plus sûrs. Le sol y est instable et propice au glissement de terrain à cause des activités minières passées. L'espoir de retrouver le petit Richard Tollé est mince selon les secouristes, notamment en raison des conditions à l'intérieur des conduits de l'ancienne mine. Les pompiers ont été appelés par un enfant qui est tombé dans le puits de mine. À notre arrivée, nous avons constaté qu'il s'agissait d'un puits ouvert et nous avons fait un examen préalable des lieux et de l'authenticité de l'appel parce que c'était un jeune garçon d'environ 5 ans qui a rapporté ça aux parents. Nous avons discuté avec les parents et ils ont confirmé que leur enfant avait disparu. L'eau est assez acide et l'autre défi, ce sont les gaz. Le taux d'oxygène dedans est plutôt bas et quand on regarde le puits, il y a des zones où il y a eu des coulées de boue. Au cours de notre opération, on en a déjà eu 4 ou 5, donc c'est assez dangereux. Ce n'est pas le premier incident de ce genre sur lequel nous intervenons. Les implantations informelles où ils sont situés, certains ont pu construire leurs habitations sur ces zones très dangereuses. Les châtiments corporels sont désormais interdits au Zimbabwe. La haute cour du pays sanctionne à présent toute punition du genre infligée à des enfants, aussi bien à l'école qu'à leur domicile. Le jugement doit encore être confirmé par la Cour constitutionnelle. La décision de justice a été prise après que les parents de Lina Pfungwa, 6 ans, se sont plaints de bleu sur le corps de l'enfant. La petite fille avait été battue par son professeur pour ne pas avoir fait signer son livre de lecture et ainsi n'avoir pas pu prouver qu'elle avait fait ses devoirs. La mesure devrait également changer le mode d'éducation familiale traditionnel au Zimbabwe. Si certains parents critiquent l'interdiction des châtiments corporels sur leurs enfants, des associations de protection de l'enfance s'en félicitent-elles. Au nord du continent, le ministre tunisien des Affaires étrangères a rencontré son homologue belge mercredi à Tunis. M. Kemayes Djinaoui s'est félicité que la Belgique décide d'un retour de ses touristes dans son pays. Les autorités belges ont décidé de lever partiellement les restrictions de voyage vers la Tunisie, une mesure prise après l'attentat de Sousse en 2015 et qui avait coûté la vie à 38 touristes. Fort du constat d'une révolution sur le plan sécuritaire en Tunisie, Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères, a de nouveau autorisé le 23 février dernier ses ressortissants à se rendre dans la capitale nord-africaine, ainsi que sur l'axe côtier de Hammamet, Nabeul, Sousse, Monastir, Mardia et Bizerte. Il a en revanche déconseillé les déplacements dans les zones frontalières avec l'Algérie et la Libye. Malgré l'insistance des autorités tunisiennes, le Royaume-Uni, dont de nombreux touristes fréquentaient la Tunisie, continue de déconseiller les voyages non essentiels dans ce pays. Je remercie Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour la décision de la Belgique de lever une partie des restrictions de voyage sur la Tunisie. Je pense que c'était une décision importante parce qu'elle reconnaît les efforts que déploie la Tunisie en matière de sécurité. Les modifications que nous venons d'apporter à notre avis de voyage résultent clairement de progrès constatés sur le terrain
des efforts en commun, pas seulement que la Tunisie a réalisé avec la Belgique, mais avec d'autres partenaires, pour faire en sorte que l'on puisse sécuriser un certain nombre de lieux de manière de plus en plus forte. Je pense aux ports et aux aéroports, mais je pense évidemment aussi à la sécurisation des hôtels. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika célèbre ce jeudi ses 80 ans. Un anniversaire qui remet sur le devant de la scène les interrogations sur sa santé chancelante et sur son éloignement de la scène politique depuis ces dernières années. Le 20 février dernier, les spéculations avaient été relancées après l'annulation à la dernière minute de la visite à Alger de la chancelière allemande Angela Merkel. Un professeur de sciences politiques à l'université d'Alger souligne notamment que le président ne s'est pas adressé directement aux Algériens depuis 2012. M. Bouteflika a pourtant été réélu en 2014 haut la main pour un 4e quinquennat. Un nouveau procès de l'ancien président Hosni Moubarak s'est ouvert jeudi en Égypte. L'ancien Raïs, qui est âgé de 88 ans, a de nouveau démenti son implication dans le meurtre de 239 manifestants lors du soulèvement de 2011 qui a mis fin à ses 30 ans de pouvoir. M. Moubarak avait d'abord été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 2012 pour complicité dans ses décès. Plusieurs procès et des recours ont suivi, avec la dernière de ces audiences à rebondissement ce jeudi. Dans le dernier acte d'accusation, il est reproché à Hosni Moubarak et à son ministre de l'Intérieur d'avoir fourni des véhicules et des armes utilisés contre les manifestants et de n'avoir pas agi pour empêcher des morts. L'accusé déclare être innocent. Stabiliser la Libye et juguler l'afflux de migrants par la Méditerranée sont au cœur des discussions lors des visites d'Angela Merkel en Égypte puis en Tunisie. La chancelière allemande était ce jeudi au Caire et se rendra vendredi à Tunis pour parler de ces deux thèmes cruciaux pour l'Europe. Il sera également question de coopération économique, l'Égypte et la Tunisie étant en quête d'assistance et d'investissement pour relancer des économies minées par le chômage. La politique migratoire également abordée ce jeudi à Bruxelles. La Commission européenne a durci le ton face aux États membres de l'Union européenne. Des sanctions seront infligées à tous ceux qui refuseront d'accueillir des réfugiés. Environ 13 500 demandeurs d'asile ont été relocalisés pour le moment depuis la Grèce et l'Italie, alors que les autres pays européens s'étaient engagés en septembre 2015 à en répartir jusqu'à 160 000 en 2 ans. Ce jeudi, dans son discours de fermeté, la Commission européenne a également appelé à renforcer les mesures nationales contre les migrants économiques. Istanbul, au procès d'un journaliste accusé de terrorisme. Quelques caméras traditionnelles, souvent des médias étrangers, et puis, dans les mains, des téléphones qui filment en direct. Être journaliste aujourd'hui en Turquie, c'est un vrai défi. Plus de 100 d'entre eux ont été arrêtés depuis la tentative de coup d'État de juillet dernier. Alors, pour pouvoir informer, il reste l'espace de liberté qu'offre Internet. Zoubeide travaille pour le site de Can Dündar, journaliste d'opposition en exil. On informe en faisant des lives sur Periscope. C'est presque impossible aujourd'hui de voir certaines informations dans les médias principaux en Turquie. Alors on informe avec notre téléphone en main et Periscope. Selon l'Association des journalistes de Turquie, 170 organes de presse ont été fermés et près de 800 cartes de presse annulées depuis l'été dernier. À Diyarbakır, province à majorité kurde, la purge s'est fait sentir encore plus fort qu'ailleurs. Mais pas question de baisser les bras. Dans l'adversité, de nouveaux médias naissent, comme cette télévision qui diffuse sur Internet. Avec cette plateforme, on essaye de donner de l'air et de l'espace aux organes de presse qui n'existent presque plus dans la région. C'est une plateforme qui permet aux journalistes qui ont été privés de leur emploi de se retrouver. L'objectif, financer le fonctionnement de la rédaction grâce à la publicité. Mais pour le moment, il s'agit uniquement de bénévolat et de passion. La Turquie a besoin du journalisme avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Les personnes qui se rassemblent ici viennent malgré des conditions précaires. Je peux vous expliquer cela de cette manière. Nous préparons ici nos propres repas et nous faisons le ménage nous-mêmes. Cette année, la Turquie pointe à la 151e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, juste derrière le Tadjikistan. En football, Francis Koné, l'attaquant togolais du FK Slovako en République tchèque, est devenu un héros en sauvant de la mort un gardien de but lors d'un match le 25 février dernier.
Pendant la rencontre, le gardien Martin Berkovec du Bohemians de Prague est tombé inanimé sur la pelouse après un choc avec un autre joueur. Francis Koné a réagi rapidement pour l'empêcher d'avaler sa langue. Sans formation de secouriste, le Togolais a pourtant déjà sauvé d'autres joueurs par le passé sur des terrains de football en Thaïlande et 2 fois en Côte d'Ivoire. Victime de chants racistes ce jour-là, Francis Koné a ensuite reçu des messages d'excuses et même de remerciements de la part de ses supporters adverses. Au Burkina Faso, le FESPACO se poursuit. Mercredi, le public du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a acclamé le film béninois « L'orage africain, un continent sous influence ». Le long-métrage anticolonialiste de Sylvestre Amoussou a reçu un accueil triomphal, plus ovationné pour ses idées que pour la qualité cinématographique de son film. Le sujet de cette fiction, un chef d'État africain nationalise les entreprises occidentales aux dirigeants cyniques et racistes qui tentent vainement de le renverser par tous les moyens. Il faut quand même qu'on essaye d'éveiller les consciences et de penser à l'avenir de notre continent et à l'avenir de nos enfants. Le continent africain est le continent qui nourrit toute la planète. Bizarrement, tout le monde converge vers ici. Il n'y a que les Africains eux-mêmes qui ne voient pas qu'ils ont un continent riche. Moi, je me battrai pour l'Afrique et je me battrai jusqu'à la mort. Parce que l'Afrique, je l'ai dans ma peau et je l'ai pour les futures générations. Et je dois expliquer où que je sois, je respire l'Afrique. Ce n'était pas un film contre les peuples, que c'était un film pour l'amitié entre les peuples, mais les dirigeants, parce que les dirigeants nous manipulent et on ne peut pas, après plus de 50 ans de dépendance, être encore sous la tutelle des dirigeants. Et les peuples occidentaux ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Le message de ce soir est l'Afrique africain, vous avez un beau continent, retroussez les manches et au travail. Voilà. La veille, mardi, c'est Félicité du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis qui enchantait également les foules de Ouagadougou. Présenté dans la prestigieuse salle des fêtes de Ouaga 2000, le film raconte l'histoire de femmes fortes. Félicité a déjà été récompensée d'un ours d'argent au dernier festival du film de Berlin. On a voulu raconter une histoire pour parler un peu de la difficulté quotidienne de cette femme qui se bat pour son quotidien et qui est une femme droite et digne. C'était un film pour nous sur la dignité et pour rendre hommage à la vie de nos concitoyens, de tous ceux qui se battent tous les jours et qui sont pour nous les véritables héros, quoi. Le film il ressemble finalement à la vie des personnages qu'on montre. Tous les jours il a fallu s'adapter. On attendait ceci, on ne l'a pas eu. On voulait cela, on ne l'avait pas. Mais en même temps, on avait d'autres choses avec lesquelles on a pu travailler. Le cinéma, c'est une histoire, pour moi en tout cas, d'émotion et d'essayer de faire vivre au spectateur quelque chose comme s'il était là lui-même. Cette espèce de proximité que je recherche avec les acteurs, c'est cette zone de confiance où ils nous acceptent dans leur zone de sécurité et voilà, c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Moi, j'essaie juste de transmettre l'émotion, quoi. Donc l'actrice principale du film, c'était son premier rôle. On a eu la chance de la rencontrer sur un casting. Ensuite, on a travaillé ensemble sur une période où on a fait des répétitions. C'était pas facile d'interpréter quelque chose qu'on ne connaît pas naturellement. C'était très difficile parce qu'il fallait faire les chansons pendant 2 semaines. Il fallait faire 8 chansons, apprendre à danser, apprendre à chanter. Tout ça, c'était pas facile, quoi. Franchement, je suis émue. Pour dire vrai, je suis émue et je ne m'attendais pas, quoi. Parce que je croyais que je n'allais pas arriver là, en fait. Ces fillettes enfilent tutus et chaussons pour leur cours de danse classique au centre Al-Wanat, à Minya, ville conservatrice à 240 km au sud du Caire. Ce sont les seuls cours de danse de la région et le succès est tel que certains parents n'hésitent pas à faire 1 heure de route pour s'y rendre. C'est le cas des parents d'Elena, 4 ans et demi. Nous voulions qu'Ellie prenne des cours de ballet car elle a du potentiel. Nous l'avions remarqué dans ses mouvements lorsqu'elle écoutait de la musique à la télévision à la maison. Nous avons donc sauté sur l'occasion lorsque la région Haute-Égypte a introduit une telle activité. La scène est assez inhabituelle dans la région. La province de Minya fait fréquemment la une des journaux pour des crimes d'honneur, des vendettas entre familles rivales ou encore des violences confessionnelles visant la communauté chrétienne. Les débuts de cette école, fondée en 2014, ont donc été difficiles.
Au début, tout le monde était contre ces cours de danse. Mais petit à petit, nous en avons discuté avec les gens et maintenant, ils voient Elena, ils ont Internet et ils voient ce qu'il se passe dans le centre. Ils ont donc été convaincus. Aujourd'hui, le centre accueille environ 160 élèves, y compris des garçons. Le premier danseur de l'Opéra du Caire, Mamdou Hassan, fait même le déplacement pour partager sa passion les vendredis et samedis. Pour le fondateur du centre, les arts peuvent permettre de lutter contre l'extrémisme. La société est assez insulaire à Minya. On dit qu'il y a beaucoup d'extrémisme ici, donc nous essayons d'ouvrir l'esprit des enfants sur la vie, à ce qu'ils aiment, toutes les sortes d'arts, ceux qui participent à la formation de la personnalité d'une personne. Cela lui fait aimer encore plus la vie et lui ouvre de nouveaux horizons. Le centre offre déjà des cours de zumba, de musique, ainsi que des ateliers théâtre et cinéma, mais espère aujourd'hui une aide gouvernementale pour élargir son offre. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.